tiens, Philippe, ça c'est le téléphone qu'on a passé. Bon, on verra. Sinon, elle peut nous appeler. Faut verra. Mais si on l'a pas, on l'a pas. Hein, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai demandé de venir. Elle m'a dit qu'elle était en RTT. Oui. Sinon, je vais me fâcher. C'est vrai? Ah ouais. Peut-être que je fais exprès pour faire. Bon, Marie-Pierre, alors toi, tu souris en parlant? Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pas? Ça va être difficile. Ça y est, puis tous les CV. C'est sa sélection musicale du matin. Travail à l'ancienne. Un jour, il va revenir avec sa platine mini. Ouais. Laissez-moi tranquille. Oui. Non, bah faut pas changer les vieilles habitudes des vieux garçons, hein, c'est pas possible. Oui, Ne commencez pas à m'insulter. c'est un zéro là. Tu vas à la prise d'antenne, tu vas te faire démonter. Faut voir comment il m'accueille quelquefois. Hein. Ah bah C'est tiens, vraiment le un exemple, ça va être là tout de Voilà, suite. tout de suite, on va voir ça. À quelle heure? Là, donc, comment les infos, tu l'appelles? Parce que ça va faire partie des infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre professeur yoga Céline Dupuis qui était notre invitée entre 8h et 9h. Demain matin, une nouvelle matinale, 7h, 9h, avec le plein d'infos, de cadeaux et de rubriques. Très bonne journée. Vous avez rendez-vous maintenant avec Florence Sueur pour le bar de l'économie. Bonjour Florence. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Au programme jusqu'à 10h30, économie, sociale... Municipal 2020. Encore? Ah bon? On est qu'au début, mon pauvre Christophe, si déjà ça vous saoule, bah, vous n'avez pas fini. Non, ça me saoule pas, c'est angoissant justement. Mais non, c'est pas angoissant. Ah bah, on ne sait pas qui va passer, si, c'est Non, du c'est stress en formidable, permanence, justement. c'est On la écoute panique. les projets, vous avez vu, Anne Hidalgo, elle veut supprimer encore 60 000 places de parking, c'est formidable pour les Parisiens. Oui, sûrement, Ils sont très ils sont contents, je ravis, suis sûre. bien évidemment, ils sautent au plafond. Mais c'est pas comme ça en Ile-de-France, vous allez voir, on va en parler justement aujourd'hui. Puis on va aussi parler d'une nouvelle école qui s'installe en Val d'Oise, une école pour les talents atypiques. Je vous en dis pas plus, vous saurez tout à l'heure. Et puis aussi comment devenir testeur, pourquoi pas de voitures autonomes ou pas. Et on est rémunéré pour le faire. Là, c'est aussi une start-up qui nous accompagne aujourd'hui. Là, ça c'est un bon plan, c'est super. C'est un super plan. On conduit une nouvelle voiture et en plus on reçoit des sous. Extra. Que demander de plus? Merci Florence. C'est la fête au bar de Vous nous l'économie donnerez tous un les petit peu jours. plus de détails juste après l'indicatif de l'émission. Très bonne émission. Et donc du coup, à demain matin pour une nouvelle matinale, 7h, 9h. Allez, Allez, passation. allez, moi, circule, il n'y a rien à voir. T'as mis le cours comme d'habitude. C'est bien quand t'as mis la marge. Essaye de mettre le long, Si tu veux. s'il te plaît. La bonne émission à vous. Merci. Merci Christophe. Bon, c'est encore un mois et demi, hein, les municipales. On a Ah, encore le temps d'en voir passer, je peux vous dire. Des bons et des moins bons. Ah, ça, c'est le citoyen qui décide. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue bien sûr au bar de l'économie et merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on en est ravis. En tout cas, au menu aujourd'hui, eh bien, tout simplement, on va parler des municipales, bien sûr, 2020, avec le maire de la ville de Groslay. On va aussi parler d'une nouvelle école, une nouvelle école supérieure pour les talents atypiques qui a été créée en Val d'Oise en 2019. Et puis, nous allons parler de tests, de comment devenir testeur ou proposer des tests et des études avec une start-up qui s'installe en France. Et vous en saurez plus dans quelques secondes, car je vais tout de suite demander à nos invités, eh bien, on va les saluer, je vais vous les présenter. Donc Joël Boutier, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes maire de la ville de Groslay et vice-président de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Vous êtes aussi président du SIAP et vous accompagne aujourd'hui Déborah Ruyot, bonjour. Bonjour.
Vous êtes membre, vous êtes nouvelle colistière, j'allais dire, de Joël Boutier dans cette bataille, si je puis dire, des élections municipales 2020 qui s'annoncent et qui vont démarrer très fort, je pense, début mars, puisque là, tout le monde est encore en constitution de liste. Donc avec vous, on abordera différents sujets sur la ville de Groslay. Et puis je vous demanderai, bien sûr, faut-il être professionnel ou quelles compétences faut-il pour être maire aujourd'hui en 2020 ? À nos côtés, Guillaume Dosier, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes business developer France pour la start-up Testing Time, une start-up suisse en fait qui existe déjà depuis 5 ans en Suisse, mais qui s'internationalise et elle procure, elle recherche des participants pour tester des produits et puis aussi bien sûr j'imagine des clients qui vont vous confier leurs études, mais on en saura plus dans quelques minutes. Et puis à nos côtés aujourd'hui, Ange de Saint-Mont, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ESTA, l'école supérieure pour les talents atypiques que vous avez créée en 2019. Oui. C'est une école pour les étudiants Asperger au potentiel avec TSA. Vous nous expliquerez d'ailleurs qu'est-ce que vous considérez et quels sont vos critères, bien sûr, puis quelle formation, enfin plein de choses, on va savoir, sur cette nouvelle école qui s'installe en Val d'Oise. Et vous êtes également président d'une entreprise de développement informatique. Et vous enseignez le développement d'ailleurs depuis déjà plus d'une dizaine d'années, presque 20 ans j'allais dire. Vous enseignez la programmation informatique, la programmation de haut niveau. Mais tout de suite, comme d'habitude, ce sont les infos du jour. On va tout de suite commencer par une interview en direct. Je suis désolée pour les auditeurs de Facebook, vous n'allez pas pouvoir l'entendre. Nous, en studio, on va tous mettre notre casque car elle est avec nous au téléphone. Judith Rose, bonjour. Vous êtes directrice du département langue française, livres et savoirs de l'Institut français et vous êtes l'organisatrice de la Nuit des idées qui est lancée demain soir au Quai des Orsay. Vous organisez avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique. Vous lancez cette manifestation. Alors peut-être on en est à quelle année de la Nuit des idées ? International. Alors, quels sont les thèmes cette année que vous avez retenus pour cette Nuit des idées ? Alors, si on veut participer à cette Nuit des idées, comment fait-on, Judith Rose ?
Il y en a pour tous les goûts, en fait. Alors, dites-moi, Judith Rose, on peut peut-être expliquer à nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous donner la mission de l'Institut français? Quelle est sa mission? Pourquoi, au départ, avez-vous, il y a 6 ans, lancé cette Nuit des idées? Alors, Judith Rose, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on veut donc en savoir plus sur la Nuit des idées, rappelez-nous s'il vous plaît le site internet sur lequel on peut se renseigner. Merci beaucoup, à bientôt Judith Rose. Au revoir. Autre info du jour, eh bien, le Portugal baisse les cadeaux fiscaux aux résidents étrangers. Le journal Publico rapporte que le gouvernement socialiste propose de taxer les futurs retraités européens qui s'installent dans le pays et ce sera à hauteur de 10%, donc, je répète, pour les nouveaux arrivants. L'exécutif socialiste mené par Antonio Costa a finalement confirmé hier soir les rumeurs. Le PS a déposé au Parlement un amendement pour modifier les règles fiscales ce qu'ils appellent les résidents non habituels, les RNH, et les visas dorés, je cite. Jusque-là, donc, les résidents non habituels étaient exonérés d'impôts sur leur pension durant 10 ans. Ceux qui bénéficient déjà de cet avantage fiscal ne sont pas en revanche concernés par les nouvelles mesures. Par ailleurs, le PS propose de mettre fin aux visas dorés à Lisbonne et à Porto. Le gouvernement souhaite que les investisseurs ne bénéficient de ces titres de séjour qu'en contrepartie d'un investissement d'au moins 500 000 euros dans le territoire du Portugal et les régions autonomes comme les Açores et Madère, en clair, loin des grands centres urbains, et ce, afin de limiter la pression immobilière. Voilà, donc cette proposition a de grandes chances de passer lors du vote final du budget. Ce sera le 6 février prochain, donc il faudra suivre cette nouvelle loi après le 6 février. Le Portugal n'a presque plus de déficit budgétaire. Il bénéficie d'une des meilleures croissances de la zone euro. Il a fait baisser son chômage qui est actuellement seulement de 6% de la population et il attire de nouveaux investisseurs. Ce petit miracle économique et social portugais s'est réalisé en moins de 2 ans avec une politique pourtant opposée aux demandes de la Commission européenne. C'est pas au moins de 2 ans, ça fait déjà 4 ans qu'il mène des mesures. Depuis donc le novembre 2015, c'est un gouvernement socialiste qui est au pouvoir au Portugal, soutenu et poussé par l'Union des gauches. Et donc, ils ont mis une politique... ils ont repris la politique d'austérité entamée avec le gouvernement précédent de droite, géré notamment par l'ancien ministre des Finances, qui avait gelé le salaire minimum, les pensions de retraite, augmenté les impôts et réduit les aides publiques. Le nouveau gouvernement, depuis 2 ans, d'Antonio Costa, a mis en place un salaire minimum, il l'a augmenté, en échange de baisse de cotisations pour les employeurs de 23 à 22%. Ces 2 augmentations du SMIC portugais ont passé le salaire minimum à 557 €. Et puis, ils ont pris des mesures économiques à vocation sociale, mais aussi de relance du pouvoir d'achat, augmentation des retraites, des allocations familiales, renforcement du droit du travail, baisse des impôts pour les salariés les plus modestes, arrêt des privatisations de services et d'infrastructures publiques,
programme de lutte contre la précarité et il est prévu de supprimer différentes coupes dans les revenus des fonctionnaires et de ramener leur temps de travail à 35 heures par semaine. Sur le plan purement économique, la stratégie portugaise n'a pas du tout été en accord avec les demandes de la Commission européenne, mais elles se sont avérées payantes puisqu'ils n'ont plus de déficit public. Alors on va demander à nos invités du jour ce qu'ils en pensent. Joël Boutier. Écoutez, Florence, moi je pense déjà que les mesures prises par nos amis portugais sont de bonnes mesures. Je constate que le chômage est au plus bas. Chez nous, il est un peu plus de 8%. Je constate que leur endettement est quasiment nul, alors que nous, il est de 2413 milliards, c'est-à-dire plus de 100% de notre produit intérieur brut. Donc, c'est-à-dire que la richesse se produit annuellement, ne couvre pas l'endettement de notre pays, la France. Ils ont une politique d'accueil qui est très chaleureuse pour les Européens et pour les Français. Qu'ils le réduisent aujourd'hui, nous pouvons le comprendre. Vous savez que nous avons, nous, un comité de jumelage qui a été fait avec une ville au nord de Porto, qui s'appelle Mogadoro, auquel nous sommes allés au mois d'octobre, on va faire le jumelage. Et ils ont un développement industriel qui est très important. Nous-mêmes avons, dans la zone Grolais, avec la Plaine Vallée, mis les monts du Val d'Oise en place, où nous avons beaucoup de PMI, PME qui arrivent, puisque nous avons créé entre 1500 et 1800 emplois. Donc c'est un très bon échange que nous allons faire et ça correspond tout à fait à ce que vous venez d'énoncer. Merci beaucoup Joël Boutier. Guillaume Dosier. Oui, tout à fait. Je rejoins ce que vous disiez, Joël. C'est vrai que c'est très intéressant. On est sur une dynamique aujourd'hui économique qui est vraiment particulièrement flagrante au Portugal. Et ça exerce un attrait qui est très important. Et je le vois tous les jours en discutant avec les entreprises françaises. On voit que de plus en plus, elles cherchent à développer leur offre de produits et de services là-bas au Portugal. Et d'ailleurs, avec Testing Time, on cherche à se développer, à développer notre panel de testeurs au Portugal pour répondre à cette demande, pour faire en sorte que finalement les entreprises puissent tester auprès de vraies personnes au Portugal leurs nouveaux produits et services. Et ça montre bien cet attrait qu'on a aujourd'hui dans cette partie de l'Europe. Et voilà. Merci beaucoup Guillaume Dosier. Ange de Saint-Mont. Oui. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur le problème du chômage. C'est vrai qu'au Portugal, le chômage est plus bas, mais aussi on parle un peu moins du chômage des handicapés en général et des autistes Asperger en particulier, qui est gigantesque. Je vous dis les chiffres européens, il n'y a qu'entre 12 et 15% d'Asperger qui ont une carrière professionnelle de longue durée. Et je sais qu'au Portugal, il y a énormément d'initiatives qui étaient prises pour l'intégration du handicap, ce qu'on appelle inclusion, ce qui débute seulement chez nous. Et en tout cas, pour tout ce qu'on appelle handicap invisible, c'est vraiment le début. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On va y revenir ensemble tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre commentaire, Ange de Saint-Mont. Autre info du jour, la région Île-de-France veut faire émerger des solutions innovantes de fret et de logistique dans les territoires franciliens. Je vous parle souvent des aides de la région Île-de-France parce que les entrepreneurs de l'Île-de-France n'y font pas souvent appel et vous avez tort. Là, il s'agit donc d'un appel, comme ils disent, à manifestation d'intérêt, ça veut dire que c'est un appel d'offres finalement. Les lauréats de cet appel pourront bénéficier du soutien de la région Île-de-France, pouvant atteindre la somme de 500 000 € en investissement et de 50 000 € en fonctionnement. Cette démarche vise à mettre en lumière des projets prometteurs et innovants qui permettront aux acteurs publics et privés de travailler ensemble. Le dépôt des dossiers est attendu d'ici le 20 février, donc ça va très vite la date. Il doit concerner des projets pouvant être rapidement mis en œuvre. Alors, les propositions sont attendues dans l'approvisionnement, la circulation, le stockage, la distribution, les livraisons et l'enlèvement des marchandises dans une ville pour tous les secteurs d'activité, l'alimentaire, la grande distribution, les chantiers de BTP, la gestion des déchets, la pharmacie, le e-commerce, bref, allez tous à vos stylos et à vos réflexions, faites des séances de brainstorming, car 6 thématiques sont éligibles: l'analyse des flux de marchandises, la coordination du stationnement et des livraisons, l'intégration de la logistique urbaine dans un projet d'aménagement, l'utilisation de la voie fluviale, le soutien aux circuits courts, les innovations pour la desserte logistique du territoire, car l'objectif est de permettre aux collectivités de construire avec les acteurs du secteur des projets concrets et puis de soutenir en plus en termes d'emploi et puis aussi d'une compétitivité
pour les entreprises. Voilà, c'est donc Valérie Pécresse qui nous annonce ce plan d'innovation dans le domaine du transport et de la logistique. Donc la présidente de la région Île-de-France a déclaré « La démarche que nous mettons en place répond à un principe de réalité. La logistique représente 375 000 emplois, soit 7% salariés en Île-de-France, et 51 000 d'entre eux vont être à renouveler. C'est aussi 17 millions de mètres carrés d'entrepôts, dont les 2 tiers se situent en Grande Couronne. L'Île-de-France est déjà une région de livraison de colis, mais nous allons nous faire livrer de plus en plus. Et il va donc falloir mettre l'imagination au pouvoir pour faire face aux besoins tout en évitant la pollution et les embouteillages, car ces livraisons se font à 90% par la route. Joël Boutier, vous êtes bien au courant ? Oui, alors j'apprécie beaucoup ce que fait le Conseil régional d'Île-de-France et cette nouvelle initiative de Valérie Pécresse est une excellente initiative pour le développement de nos entreprises. Par contre, ce que je souhaite, c'est que les conditions d'obtention de ces montants d'investissement de 500 000 € et de son fonctionnement soient des dossiers simples et qu'ils ne soient pas des monstres à remplir avant d'obtenir éventuellement ces participations. Voilà, c'est la seule condition parce que trop souvent, dans notre beau pays qu'est la France, l'ensemble des dossiers qu'il convient de fournir, c'est très rébarbatif. C'est une censure qui est assez forte, mais je fais confiance à Valérie Pécresse et à ses services pour alléger ces conditions d'obtention. Merci Joël Boutier. Ben justement, je vais vous donner la page internet sur laquelle il faut aller pour trouver les modalités et les projets qui seront éligibles au dépôt des dossiers. Alors bien sûr, vous allez sur le site île-de-france.fr, mais après, vous tapez accompagnement et à chaque fois, il faut mettre des traits d'union entre chaque mot. Sinon, c'est accompagnement des territoires pour une logistique vecteur de développement local. C'est pas simple. Voilà. C'est pour ça que je vous le dis. Allez, autre info du jour, c'est comprendre et devenir citoyen. Le Sénat lance de nouvelles rencontres citoyennes avec les jeunes, sous forme cette fois de projections de débats, des films portant sur le fonctionnement de l'État et la mise en œuvre des politiques publiques, transport, logement, éducation, diplomatie. Eh bien, ce sera diffusé au Sénat et suivi d'un débat avec des sénateurs spécialistes de chaque thème et ce sera abordé sous forme de masterclass. Et ce débat permettra de mettre en valeur le rôle du Sénat, bien sûr, et puis aussi d'expliquer le travail parlementaire, c'est pas rien. Alors la première projection, eh bien, ça a lieu demain, en même temps que la Nuit des idées, donc demain, jeudi 30 janvier. Et c'est le film Quai d'Orsay qui sera projeté en présence de Bertrand Tavernier, le réalisateur, et d'Antoine Baudry, le diplomate, co-scénariste du film et auteur de la célèbre BD. Alors il y aura d'autres projections, bien sûr, notamment une le jeudi 5 mars, une autre le 14 mai et une le 3 juin. Joël Boutier, c'est important de faire connaître et comprendre comment devenir et être citoyen. Oui, c'est un vaste sujet. Bon, je crois que tout le monde s'y emploie. Aujourd'hui, je crois que la jeunesse est complètement concernée par tout ce qui se passe dans notre pays. Et ce sont d'excellentes initiatives. Je rappelle que nous avons dans notre communauté d'agglomération une sénatrice, Jacqueline Eustache-Brignot. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle sur ce sujet et je sais qu'elle y attache beaucoup d'importance. Et donc je souhaite que ce soit une belle réussite pour nos jeunes aussi. Et puis c'est important, d'autant qu'il n'y a plus de cours d'éducation civique voilà. et d'histoire jusqu'au collège, voilà. Dans le primaire. Ouais. Donc c'est une manière... Et ça c'est vraiment regrettable parce que, bon alors évidemment on ne vit pas avec son passé, mais connaître les grandes dates de notre pays, qui est un pays merveilleux, qui a une histoire extraordinaire, le supprimer à nos jeunes écoliers qui ne savent plus resituer qui était Jules César, Napoléon ou autre, c'est un petit peu regrettable parce que dans la vie, on apprend dans des discussions, qu'on soit avec des jeunes, des moins jeunes, à resituer notre pays et puis à le mettre aussi, à le porter haut à travers l'Europe. Aujourd'hui, on en a besoin, je ne vais pas extrapoler, mais l'Europe, ce vieux continent qui a toute sa place, va faire face dans les années à venir aux pays émergents, la Chine, l'Afrique, l'Inde, etc. Et donc il faut le défendre et je crois que ce sont des initiatives qu'il faut absolument faire perdurer. Alors, merci beaucoup Joël Boutier. Je rappelle que vous êtes maire de Grolais et vice-président de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Autre info, c'est un petit rendez-vous, si vous voulez, si c'est le thème de la micro-énergie pour l'Internet des objets vous intéresse, eh bien, rendez-vous le 3 février à l'auditorium du siège du CNRS.
c'est dans le 16e à Paris. Les technologies de l'information et de la communication consomment aujourd'hui près de 10 à 15% de la production électrique mondiale, majoritairement issue de ressources fossiles comme le charbon et le gaz. Et bien justement, ils vont réfléchir pour comment, sur ce thème de la microénergie pour l'Internet des objets, ils vont faire le tour de la question avec des spécialistes de domaine. Pourquoi ? Eh bien parce que compacité, oui, intégration, efficacité énergétique et éco-comptabilité sont au cœur des présentations. On miniaturise de plus en plus et on souhaite moins consommer, bien sûr. Allez, pour terminer les infos du jour, je passe la parole à notre experte du jour en culture, c'est Marie-Pierre Leroux. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Florence. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma. En salle, le film d'Olivier Assayas avec Penélope Cruz dans le rôle d'Olga Salanueva, Cuban Network. La Havane, début 1990. Alors que la guerre froide touche à sa fin, le département du contre-espionnage cubain envoie 5 hommes surveiller un groupe anticastriste basé en Floride à Miami, responsable d'attentats sur l'île. Cuban Network est l'histoire vraie de ces espions qui, au début des années 90, forment le WASP Network, la Red Avispa en espagnol, le réseau GEP, qui est chargé d'informer la Havane des activités des exilés cubains. Cuban Network est partiellement tiré du livre du journaliste et homme politique Fernando Moret, The Last Soldiers of the Cold War, les derniers soldats de la guerre froide. Le réalisateur français a été fasciné par l'histoire des Cuban Five, ces 5 espions cubains infiltrés en Floride, et par la guerre souterraine entre les exilés cubains et le régime de Castro, mais aussi parce que cela met en avant les complexités et les contradictions de la politique contemporaine, les formes que peuvent prendre une manipulation et des informations. Et puis bien sûr le PIDS, Paris Images Digital Summit. Festival créé par le Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, s'ouvre ce soir à 19h30 avec la cérémonie de remise de prix au théâtre du Casino Barrière. Elle sera suivie de la projection de Jason et les Argonautes de Don Chaffray, un film américain de 1963. Les effets spéciaux sont signés Ray Harryhausen. Un hommage posthume en présence de sa fille Vanessa. Jeudi à 18h30, au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, vernissage de l'exposition Les Arts du rêve, cinéma et effets spéciaux. L'art cinématographique d'aujourd'hui et de demain, au travers des courts-métrages, signés par l'école Art FX. Excellente introduction à l'ouverture en septembre prochain à Anguin. D'une nouvelle antenne de cette école, Art FX Academy, présente à Montpellier et à Lille, formant au métier de l'animation 2D et 3D, du cinéma d'effets spéciaux, VFX, et du jeu vidéo. Vendredi à 19h, toujours au Centre des Arts, vous êtes conviés à la masterclass de Chris Edwards, qui nous parlera du premier studio d'animation et d'effets spéciaux, The Third Floor Inc. Puis projection du film THX 1138 dans une version riche de nouveaux effets numériques. Samedi, c'est une journée grand public, avec un enchaînement de films et de conférences. À 14h en avant-première, et au tarif unique de 6 €, le voyage du docteur Dolittle, en version française, avec Tom Holland, Robert Dunway et Emma Thompson. À 16h, une conférence gratuite et passionnante de Réjeanne Vallée sur le deepfake, ces images truquées, dont la pratique remonte quasiment aux origines de la photographie. À 17h, un document sur Ray Harryhausen, le titan des effets spéciaux. À 19h, une autre avant-première, celle du film Le Prince oublié, avec entre autres Omar Sy et Bérénice Bejo. Venez avec vos enfants, ils vont adorer, vous aussi. Dimanche, de 15h à 17h, dès 6 ans, vos enfants pourront participer à un atelier artistique spécial effets spéciaux. Bref, réservez vos places sur le site du Centre des Arts. Il n'y en a que 400. Bonne séance, que ce soit au Centre des Arts ou dans votre salle préférée. Bravo. Ah, bravo. Tout Moi, un les programme. petites photos, oui, tout un programme. Et voilà. Et voilà. Si vous voulez que je vous fasse des photos, c'est le moment, c'est la T'as pause pas la musicale. Ça y est, Hein Il n'y a pas de chronique. Ah non, bah non, Parce mais que, non, Marie-Pierre. parce que tu me parlais d'une chronique.
fallait que tu cales hier soir, je sais pas quoi. Là. Tu m'as dit ça tout à l'heure, on a plus. Non, j'ai dit qu'on avait un appel téléphonique. Je viens de cette photo. Vous voulez tout le monde? Oui, oui, bien sûr. Florence, les badges sont prêts ou pas? Les badges. Les magnettes, les badges. Non, pas encore. Les magnettes. Ah non. Non. Je les Pour aurai. objectif. Si, je les aurai dans cette semaine, je les recevoir. On en veut un. Elle a dit que t'étais agréable et tout ça, machin. Et elle est tombée amoureuse. Je crois, je sais pas pourquoi. Le menteur. Le menteur. Ben si. Il a le droit, il a du charme. Ah bah oui. Il a du charme. Ça, on va pas dire le Il a contraire. beaucoup de cheveux en ce C'est moment, sûr donc- que c'est pas désagréable. Envoyez-moi Hein la photo que vous venez de prendre, Florence, s'il vous plaît. Ça vous embête pas, je vais la publier. Alors, elle s'y remet. Je vais remettre. Elle s'y remet. Oui, elle s'y remet du coup, parce que celle qu'elle a prise, Et c'était du bluff. elles étaient pas bonnes en fait. Tiens, vous voulez vous le faire à vous-même? C'était du bluff. Laquelle vous voulez? J'en ai fait plein. Celle-là? Ouais, les souris, ils sont très bien. Oui, Bisous. c'est- Je l'envoie par mail? Vous avez pas mon téléphone? Par Si, téléphone? Par téléphone. Ah, d'accord. Merci beaucoup. En message alors. Désolé. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oui. Multitâche. Il faut être multitâche, c'est ça. Ah bah oui. Ah, c'est compliqué quand on débute ici. Hop. Ah, mais quel Si tu numéro? veux je qu'on sais prenne, plus. c'est tout de suite. Bon, S'il te d'accord. plaît. Attends. Parce que tu sais, je suis obligée de faire deux choses à la fois. Allez, vas-y. Voilà, vous avez reconnu pour cette respiration musicale le groupe Bon Entendeur, ce qui nous fait très plaisir d'ailleurs. Aujourd'hui, au Bar de l'Économie, je suis en compagnie de Guillaume Dozier, Business Developer France pour Testing Time, d'Ange de Saint-Mont, président de l'ESTA, la toute nouvelle école supérieure pour les talents atypiques, et de Joël Boutier, maire de la ville de Grollet, accompagné de Déborah Ruyot, donc colistière pour la future liste. Alors, allons-y. Parlons tout de suite, si vous voulez bien, Joël Boutier, des municipales et Déborah Ruyot, des municipales 2020. Alors, y a-t-il une grosse concurrence à Grollet? Il y a toujours de la concurrence, c'est ce qui fait la base de la démocratie, la concurrence. Alors qu'il y aura, je pense, puisque les dépôts de listes seront terminés le 28 février, c'est-à-dire en gros dans un mois, il y aura 3 listes un peu traditionnelles, puisque j'ai le plaisir et l'honneur surtout d'être mandaté par les administrés de conduire cette ville depuis maintenant quelques décennies, 36 ans pour être très précis. Donc là, vous allez entamer Le 7e mandat, le si 7e les mandat. électeurs me font confiance. Je suis arrivé en mairie, j'avais 34 ans, j'étais dans le secteur bancaire, j'exerçais d'ailleurs toute mon activité professionnelle dans ce secteur. Et c'est vrai qu'à l'époque, il était peut-être plus facile d'arriver à prendre la ville au niveau de sa gestion municipale de quotidien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il faille avoir des connaissances, puisqu'on traite toujours de tous les mêmes problèmes, que ce soit les travaux, l'urbanisme, la jeunesse, les anciens, la communication, les finances, bien évidemment, et que ça devient de plus en plus spécialisé. Nous avons de plus en plus de contraintes, et vous le savez, je crois que tous les maires, qui soient de gauche, de droite, du centre ou autres, le disent, nous avons d'énormes contraintes, des contraintes administratives très lourdes. J'entendais tout à l'heure les dossiers de Valérie Pécresse, sûrement aussi, qui sont très lourds. Et puis, nous avons aussi de plus en plus de technicité à avoir sur tous les domaines. Et donc, je crois que c'est aujourd'hui une profession, une fonction de conduire une ville qui devient de plus en plus compliquée. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup de temps disponible pour gérer une ville aujourd'hui. Moi, ma ville a 9000 habitants. Ça demande beaucoup de temps. C'est un budget d'environ 10 millions en fonctionnement et 2 millions en investissement. Voilà, c'est 130 personnes qui travaillent tous les jours dans l'intérêt de nos administrés sur tous les domaines, la voirie, les travaux, l'urbanisme, le scolaire, les anciens, les jeunes. Et donc voilà, il faut maintenant une certaine maîtrise et c'est compliqué. Justement, on ne peut pas s'improviser maire, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Si on est un jeune débutant, mais si on a 30 ans, si on veut faire comme vous, si on a 30 ans et qu'on veut être maire, quelles compétences faut-il? Eh bien, je crois que d'abord, une des qualités pour être tête de liste à une candidature de maire, c'est savoir s'entourer de personnes compétentes. Même chez les élus, puisque, je le disais tout à l'heure, on a du personnel dont c'est le métier de nous aider
à suivre les dossiers, à nous faire des propositions. Mais dans les élus aujourd'hui, eh bien, il faut avoir des connaissances spécifiques. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, de l'urbanisme sans en connaître un petit peu les fondements à travers les plans d'occupation des sols. Vous ne pouvez pas, pour accorder les permis de construire, vous ne pouvez pas faire des travaux quand vous avez une salle qui a été brûlée et puis prendre toute l'architecture pour pouvoir reconstruire. Aujourd'hui, il faut des gens qui aient vraiment de la compétence. L'aide sociale, qui est aujourd'hui un plan très important, eh bien, il faut avoir une spécificité pour aller rechercher les gens qui sont dans la misère, et Dieu seul sait qu'il y en a, des gens à qui on va pouvoir les aider. Dans le scolaire aussi, mon voisin en parlait tout à l'heure de l'autisme et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il faut aussi avoir des gens qui ont cette sensibilité. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut passer, d'abord, il faut avoir ce temps disponible pour les uns et les autres, et puis passer par un rôle d'adjoint au maire, et seulement après avoir fait un mandat d'être maire. Donc, il faut du temps, des compétences. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes qui ont envie de s'investir? Allez-y, il faut venir, il faut faire cet acte citoyen. Vous savez, c'est tellement facile de critiquer un élu, quel qu'il soit, en disant « il n'y a qu'à, faut qu'on... » Non, c'est aujourd'hui chaque citoyen, les jeunes, les moins jeunes, parce qu'on a besoin des deux, on a besoin de la jeunesse. Donc il faut allier l'expérience finalement et la jeunesse. Exactement, je crois que c'est ça qui est très important. Et par contre, la jeunesse, eh bien, ça nous pousse aussi, c'est normal, parce que la France, elle sera gérée demain aussi par ceux qui aujourd'hui sont à l'école, et ils apprennent ce que c'est. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je regrettais l'abandon de l'histoire de notre pays, parce que ça fait partie des connaissances. Et quand vous discutez avec des personnalités du monde du cinéma, comme j'entendais à l'instant, du monde de l'art, du monde de toutes ces expériences, eh bien, il faut avoir une culture générale qui vous permette de protéger, de développer tous ces sujets. Alors, est-ce que c'est difficile de faire cohabiter les générations, puisqu'on parle de l'ancienne génération qui, elle, lit encore le papier, la génération Y qui, elle, s'est habituée, c'est-à-dire notre génération qui s'est habituée au téléphone et qui a découvert tout, et puis la nouvelle génération qui, elle, ne fonctionne qu'avec les nouvelles technologies. Oui, bah, il faut s'adapter à tous les sujets. Moi, je ne suis pas un haut spécialiste de tout ce qui est des nouveaux outils qu'on voit aujourd'hui, le GAFA, les Facebook, GAFA, oui. etc. Mais il faut s'entourer des gens. Donc c'est pour ça que Déborah Rouillot voilà, vous accompagne. Par exemple, elle m'accompagne parce qu'elle est spécialiste dans la matière et j'ai besoin d'elle pour m'aider à aller montrer ce que nous faisons, ce que nous avons l'intention de faire. Et donc, vous voyez, c'est un apport de compétences. Alors du coup, vous faites votre campagne comment, Déborah Rouillot? Vous faites sur Facebook? Qu'est-ce que vous avez choisi comme outil pour faire votre campagne? On utilise les réseaux sociaux, du coup. Alors lesquels? Facebook et Instagram principalement, pour justement cibler tout le monde. Donc on continue également forcément tout ce qui est papier pour cibler toute la population. Est-ce que, Joël Boutier, vous avez peut-être déjà fait votre programme, j'imagine? Non, pas encore, c'est en cours? Il est bien avancé, ça je me doute. Alors, sur le mandat, on peut dire qu'il vient de s'écouler. Le bilan, c'est quand même cette nouvelle zone d'activité et d'emploi, on peut dire, que vous avez développé. Oui. Ah oui, alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, on a fait un contrat régional qui reprend 4 opérations, la création d'un parking pour permettre à un magasin Spar qui vient de s'installer depuis 2 ans sur Groslay d'avoir une clientèle qui puisse se parquer. Nous avons refait une école entière avec 3 salles de classe, salle de directeur, salle de maître, etc. Nous sommes en train de finir la rénovation de la salle des fêtes de la ville. D'ailleurs, vendredi, je ne vais pas faire de publicité, mais vendredi soir, il y a les vœux du maire qui seront là, dernier jour du mois. Mais bon, voilà, et la salle aujourd'hui, si vous la voyez, elle est en plein chantier. Nous avons la commission de sécurité cet après-midi et donc j'espère que tout cela ira bien. Et puis on va réaménager le centre-ville après avoir aménagé la mairie. Donc ça, c'est un grand dossier. Ensuite, vous savez qu'on a une salle malheureusement qui a brûlé l'année dernière. Le feu a été mis au 14 juillet et ça a détruit un grand tiers de la salle. Alors aujourd'hui, on a résolu le problème avec les assureurs et on est en train de mettre en place avec les architectes un nouveau comportement de salle différent puisqu'aujourd'hui, il faut s'adapter aux règles PMR, etc.
Et puis on a fait encore d'autres choses, on a fait aussi un magnifique jardin qui est un axe pour les enfants avec des jeux pour les adultes, ceux qui aiment jouer par exemple aux boules, un aire de repos aussi pour les parents et grands-parents, pour les enfants, etc. On a fait des rues, évidemment, on a refait de la voirie, pas autant qu'on aurait voulu, mais on en a fait. Et puis on a beaucoup travaillé avec notre communauté d'agglomération Plaine-Vallée, puisque effectivement on a fait les monts du Val d'Oise, qui ont un principe important, l'apport de PMI, PME, c'est-à-dire avec des start-up et aussi en plus, donc ateliers au rez-de-chaussée plus les bureaux administratifs au premier, donc création à travers 2 grands groupes d'aménageurs qui sont LCI et Beauregard. Aujourd'hui, les premières tranches ont été terminées, les entreprises arrivent les unes derrière les autres, et puis nous avons un dossier sur la façade entre la RD 301 et RD 311, c'est-à-dire en gros Groslay-Sarcelles et puis Montmagny-Saint-Brice, où là il y aura un village de marque qui va arriver, qui va faire un apport à peu près de 500 emplois nouveaux aussi qu'on essaye de développer. Donc pour la ville de Groslay, c'est un point essentiel, important, et personnellement ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ce dossier. Oui, voilà comment un village finalement se transforme en ville, on peut dire. Exactement. Parce que nous avons une autre contrainte sur Groslay, c'est que nous avons un plan d'exposition au bruit zone C, puisque nous avons la piste 2 de Roissy-Charles de Gaulle qui survole la ville, et donc je n'ai pas de possibilité de construire de l'habitat en locatif social ou en accession à la propriété. Je suis exonéré des 25% de logements sociaux, mais c'est une contrainte parce que une ville qui ne peut pas construire aujourd'hui, qui ne se renouvelle pas, eh bien elle se meurt. Bien sûr. Et donc il faut trouver des axes de développement. Groslay, c'est 294 hectares, avec des populations, un secteur un peu sensible, ce qu'on appelle chez nous la butte Pinson, avec les champs à loups, etc., où il faut aménager progressivement les secteurs. Autre contrainte, nous avons, vous le savez, l'avenue du Parisis, ex-BIP, dont on entend parler depuis 1937, et aujourd'hui, monsieur le préfet, sa DUP qu'il a prise a été déboutée par le tribunal, et donc les recours ont été bons, et aujourd'hui, on ne sait pas ce que cela va devenir. Le département est en train de réfléchir pour essayer de voir comment on va terminer cette avenue du Parisis, qui est la grande ceinture autour de Paris. Il reste à peu près un tronçon de 11 km à faire pour que ça soit bouclé, mais aujourd'hui on est dans des tissus très denses avec beaucoup de collectifs qui s'y opposent. Et là, nous avons des emplacements. Moi, j'ai une vingtaine d'hectares qui sont concernés par ce tracé, où pour l'instant il ne se passe rien. Et vous savez que quand il n'y a rien, eh bien, la nature ayant horreur du vide, on la remplit. Vous voyez par qui on peut la remplir. Ce n'est pas tout à fait ce que nous souhaitons. Alors, justement, vous parlez du problème des avions. Les avionneurs réfléchissent travaillent sur l'ingénierie pour baisser, bien sûr, le bruit, la consommation. Donc tout ça, ça va évoluer. Si ça évolue, ça vous permettra de faire d'autres choses? Vous pensez que les lois vont changer? Pour l'instant, en ayant discuté avec un certain nombre de députés et de sénateurs, les plans d'exposition au bruit dans les zonages ne sont pas remis en cause. Donc ça veut dire qu'ils vont rester. En plus, vous savez qu'il y a une extension de Roissy-Charles de Gaulle. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette extension? Alors, il y a 2 volets. Il y a le volet, je dirais, purement local du département du Val d'Oise, avec ses conséquences, et il y a le volet national. Si ce n'est pas Roissy qui augmente ses capacités d'accueil, il y a beaucoup d'autres pays aux alentours qui nous attendent pour prendre cette capacité d'accueil. Et puis il y a le fait que quand on est valdoisien et quand on est grolaisien, on en subit les conséquences. Donc il faut mesurer et prendre toute précaution pour que ça nous gêne le moins possible. Et puis faut-il encore que Roissy, s'il y a une extension, privilégie aussi les emplois sur le Val d'Oise. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La majorité des emplois de Roissy vont sur la Seine-et-Marne. Donc il faut aussi privilégier notre département, qui n'est déjà pas aidé dans le cadre du Grand Paris, puisqu'il n'y a plus aucun projet sur le Val d'Oise. On en a suffisamment parlé au mois de décembre. Mais ce sont les réalités des terrains. Quand vous avez à gérer une commune, vous avez du foncier et il faut l'utiliser, ce foncier. Et les emplois, c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, vous disiez vous-même qu'on était encore à plus de 8% de chômeurs. Et bien, si on crée des emplois, chaque emploi, c'est un emploi gagné. Moi, quand je fais essayer de faire revenir sur ma commune entre 1500 et 1800 emplois avec l'aide de notre communauté d'agglo, je trouve que c'est un bon résultat. Mais c'est une petite pierre. Il faut aller bien au-delà. Et puis alors sur le dernier point, si vous m'interpellez sur ADP, évidemment, je suis tout à fait contre la privatisation de cet aéroport. Il doit rester sous l'égide d'ADP aujourd'hui et pas être privatisé. Ça, c'est important.
Alors, dernière question, si vous voulez bien, Joël Boutier. Donc, le futur, pour votre programme, finalement, pour le futur de Groslay, quel est-il? Eh bien, c'est un nouveau contrat régional, donc reconstruire la salle qui a brûlé, entre autres, créer une maison des associations et de la jeunesse sur un peu plus de 1100 mètres carrés, 900 pour les associations et 200 pour la jeunesse, parce que l'avenir, c'est aussi la jeunesse, et puis beaucoup d'autres projets, autoroutiers, s'impliquer encore plus pour réduire les coûts de fonctionnement de notre ville en modernisant notre personnel, les outils de notre personnel. Voilà, il y a beaucoup d'actions qui restent à faire. Le point important, puisque je sais c'est d'actualité, c'est ce que l'on appelle le développement durable, c'est-à-dire tout ce qui va préserver l'environnement. Vous savez, Groslay, c'est une petite ville, 9000 habitants, 15 km de Paris, qui a une gare SNCF et qui a encore une cinquantaine d'hectares sur lesquels nous essayons de protéger la nature. L'agriculture. L'agriculture aussi, bien évidemment. Alors, il faut être logique. Vous savez, moi j'entends certaines personnes qui disent « Oui, mais on va refaire des jardins, on va replanter tout. » Mais quand vous avez des avions qui passent au-dessus, et vous savez ce que les avions dégagent au niveau du kérosène, etc. Il suffit de voir les bulles de tennis, comment elles sont recouvertes d'une pellicule sûrement de kérosène. Eh bien, il ne faut pas non plus faire de fausses promesses en disant que Groslay, c'est l'avenir de l'agriculture. Non, Groslay, c'est l'avenir de la protection de la nature, de son environnement, de son intégration dans un paysage tranquille et serein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Joël Boutier et Déborah Ruyot. On vous souhaite bonne chance, bien sûr, pour les municipales. Peut-être que vous reviendrez nous voir au mois de mars. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Allez, tout de suite, une nouvelle respiration musicale. Et puis ensuite, on va passer la parole à nos startups du jour. Après, Guillaume Dosier, c'est pour vous, c'est vous? Ça marche. Il est en forme, ça se voit. Il est donné le ton direct. Hein. Je ne sais pas si je serai aussi prolixe vous. Vous avez l'habitude. Ah bah on essaie quand même, au bout d'un certain temps, on réussit à avoir un peu d'habitude. Puis je crois qu'on a ça en soi, on l'a pas. Oui, vous connaissez très bien vos dossiers d'une part. Oui, quand même, ça. Ça compte. Ça jamais, je dirais, un conseil municipal sans connaître un dossier. C'est pas possible, parce qu'on ne peut pas se faire piéger. Bah non. Les gens ont assez de chance de se faire piéger. Je n'ai pas demandé, vous êtes une équipe de combien? 29 élus 29 élus en tout? En tout. Opposition et... Tout, le conseil municipal. Et donc vous avez combien de colistiers, combien d'élus vous dans votre... À l'heure actuelle, j'en ai 23. Ah oui, ça va. C'est-à-dire que le but, c'est de donner à la liste qui arrive en tête une majorité pour gérer. Bien sûr, pour gérer. Sinon... Mais c'est bien d'avoir aussi de l'opposition, parce que ça nous remet en cause en permanence. Ah oui, ils en profitent Non, ils sont raisonnables quand même. Mais dans les conseils municipaux, ça il y a certains conseils municipaux de villes que je ne citerai pas, très voisines, n'est-ce pas? Non, c'est pas toujours le cas. Ah c'est sûr. Des conseils qui durent jusqu'à 1h, 2h du matin. Il faut aimer ça. Ah bah oui, parce que chaque camp, chaque parti, enfin chaque opposant a son temps de parole. C'est une épreuve d'audience après. Oui, ça ne se fait pas comme ça, un conseil municipal. Après, il y a des tactiques, vous savez. Quand vous voulez faire passer un dossier un peu pointu, vous le mettez tout à fait à la fin de l'ordre du jour, comme ça les gens sont fatigués. C'est pas beau, mais c'est la réalité. Alors là, on a dévoilé un secret pour nos auditeurs via Facebook. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Vous avez vu à l'Assemblée, il passe à minuit, tous les lois un peu... un petit peu difficile ou délicat. Ah, vous suivez ça de près, vous aussi? Moi, je crois que tous les citoyens suivent aussi ça un petit peu. Ils aiment bien. Vous faites pareil dans vos entreprises quand vous avez des sujets un peu chauds comme ça, vous les passez en dernier quand les gens sont fatigués? En général, non, on a une habitude, c'est le premier sujet qui est abordé, comme ça on... C'est le contraire, deux fronts. C'est l'ambiance suisse. Tout de front. C'est l'ambiance suisse. Ah, c'est l'ambiance suisse. À Zurich, c'est comme ça. Alors vous parlez allemand et français? On y va. Sinon, on y retourne. Allez, zou. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ange de Saint-Mont, président de l'ESTA, une toute nouvelle école supérieure pour les talents atypiques, de Joël Boutier, maire de la ville de Groslay et vice-président de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, et de Guillaume Dosier, business développeur pour la France, pour la start-up Testing Time. Enfin, une start-up, elle a déjà 5 ans d'existence en Suisse et vous vous installez en France. C'est bien ça, Guillaume Dosier? Exactement, on est basé en France depuis 1 an maintenant et on travaille donc majoritairement avec les entreprises françaises, les professionnels de l'UX spécifiquement. De l'UX, qu'est-ce que c'est l'UX? Expliquez-nous. Donc l'UX, User Experience, vous savez que c'est maintenant le nerf de la guerre, l'expérience client. En fait, si vous voulez, entre les entreprises, aujourd'hui, c'est un petit peu la bagarre pour savoir qui va proposer
la meilleure expérience utilisateur à ses clients, pour ses produits, pour ses services. Et donc finalement, le meilleur moyen de développer un produit ou un service qui soit le plus proche possible des attentes et qui propose la meilleure expérience utilisateur, c'est de le tester au cours de son développement avec des vraies personnes, avec les vrais utilisateurs cibles. Et c'est exactement ça que propose Testing Time aux entreprises, recruter ces personnes qui vont tester ces produits ou ces services. Alors, vous êtes une société qui a démarré en Suisse, puisque comme je le disais en introduction, vous existez depuis 5 ans là-bas. Quel type de produits déjà faites-vous tester là-bas en Suisse ? Alors c'est vrai qu'on peut tester tout type de produits, et ça peut être du digital, comme des apps, on peut tester des nouvelles moutures de sites web, mais on peut aussi très bien tester des produits physiques. On peut tester par exemple une nouvelle forme d'eau pétillante, on peut tester aussi des voitures. C'est très très varié. Tous les produits qui aujourd'hui font partie de l'innovation, de la transformation digitale sont amenés à être testés avant d'être mis sur le marché, et pour ça on a besoin de testeurs. Donc en tant que testeur, on est amené à essayer toutes ces choses. Alors là, vous vous installez en France, justement, vous proposez bien sûr à des sociétés de tester leurs produits, mais vous recrutez également des citoyens pour tester. Comment faites-vous ? Comment fait-on ? Et oui, ça c'est l'autre côté finalement de Testing Time. C'est vrai que pour pouvoir proposer aux entreprises de leur trouver finalement une population cible sur laquelle ils vont pouvoir tester leurs produits ou leurs services, on va avoir besoin, nous, de constituer un panel d'utilisateurs. Donc le panel de Testing Time aujourd'hui, il est déjà composé d'à peu près 400 000 personnes réparties en Europe. Donc comme vous l'avez dit Florence, on est une start-up suisse, donc à la base notre panel est très présent en Suisse, et depuis qu'on se développe en Europe, aujourd'hui on a un panel qui est également présent en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et donc en France depuis 1 an. Et ces testeurs, ça peut être vous et moi, n'importe qui en fait peut s'inscrire sur le site donc www.testingtime.com pour devenir testeur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être amené à tester plein de choses. On reçoit régulièrement des propositions pour tester des produits, des services, que ce soit en se déplaçant dans les entreprises ou en étant chez soi à distance. Ça peut aller du simple sondage auquel on répond en quelques minutes sur son ordinateur, ou alors ça peut carrément aller à un entretien téléphonique sur ses habitudes de consommation, par exemple ses habitudes de voyage, ou également se déplacer auprès d'une entreprise pour aller participer à un groupe de discussion autour d'un produit, autour d'une habitude de consommation, voire carrément jusqu'à l'utilisation de quelque chose, d'un objet, par exemple d'une voiture autonome, comme on fait en ce moment le test pour un de nos clients. Alors, on appelle ça l'expérience utilisateur, le UX, comme vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on vous rémunérez le testeur ? Tout à fait. En fait, les testeurs chez nous sont toujours rémunérés. On n'est pas rémunéré en bon cadeau, on est rémunéré en argent sur son compte bancaire. C'est la politique de Testing Time, exactement. Et cette rémunération va dépendre en fait du type de test qu'on va effectuer. Donc si par exemple on répond à un sondage chez soi, on peut gagner 7-8 euros pour 10-20 minutes de notre temps. Et ça peut aller jusqu'à 25-35 euros si on fait un test utilisateur d'1 heure en présentiel chez le client. Voire des sommes beaucoup plus importantes, on peut gagner jusqu'à 100, 200, 300 euros pour aller participer à des tests qui durent 1 ou 2, voire 3 journées entières pour tester un produit dans son utilisation dans la durée. Alors si on devient donc expérience l'utilisateur, le testeur, est-ce que il y a des critères d'âge? Est-ce que on peut faire ça toute l'année, ou bien est-ce qu'une fois que vous nous avez utilisé pour certains domaines, après c'est fini, on ne peut plus tester d'autres produits? Alors effectivement, il y a des restrictions, c'est aussi pour garantir à nos clients entreprises qu'eux vont pouvoir toujours s'adresser à des utilisateurs qui sont neufs, je dirais, qui ne sont pas biaisés, qui ne deviennent pas des testeurs professionnels. Pour ça, quand on est inscrit sur notre panel, on a le droit de participer à un test par mois, et on ne peut pas faire 2 fois un test pour une même entreprise. Ce qui veut dire que comme on a quand même beaucoup de clients en France et en Europe, on est amené à être sollicité souvent, mais du coup si on en fait une habitude, ça devient maximum 1 fois par mois. Alors comment est venue cette idée des fondateurs de créer cette société? En fait, très simplement, ça a été fondé par donc un ancien professionnel de l'UX qui travaillait à la base dans la Silicon Valley en tant que Head of UX, donc le chef de l'expérience utilisateur pour une des nombreuses startups qui aujourd'hui font la transformation digitale. Et en tant que Head of UX, il s'est dit, bon, moi j'ai besoin régulièrement de tester mon produit au cours de sa phase de développement, mais c'est très compliqué pour moi d'aller recruter les personnes auprès desquelles je vais tester. Donc j'ai demandé à tout mon réseau, ils en ont marre, ils sont maintenant biaisés, et finalement si je dois aller chercher par moi-même des personnes que je ne connais pas, c'est très long, il faut que je planifie des rendez-vous,
Bref, c'est très chronophage et quand on est chef de l'expérience utilisateur ou qu'on travaille dans ce domaine, on a beaucoup d'autres choses à gérer. Et il souhaitait donc qu'il existe un service qui lui permette à lui simplement de pouvoir commander, je dirais, ses testeurs, ses participants au test, et qu'il soit là le jour où il a souhaité qu'il soit là pour tester un produit, un service. Et c'est finalement comme ça qu'est née l'idée de Testing Time, proposer ce service de recrutement clé en main, je dirais, où on passe commande de ces testeurs sur Internet. On se dit, je souhaite X personnes remplissant tel et tel critère d'âge, de genre, ou par exemple qui ont un permis de conduire, qui ont plus de 25 ans et qui ont déjà utilisé une voiture avec une aide à la conduite. Et je souhaite que ces personnes soient là. Et 48 heures plus tard, Testing Time recrute ces gens et vous les met à disposition pour que vous puissiez tester. Donc en 48 heures, vous êtes capable de faire tester quelque chose à une société. Donc on dit qu'en France, on est un pays de petites entreprises. Combien ça coûte pour une entreprise française de faire appel à vos services ? Alors ça va vraiment dépendre du type de test qu'on veut mener. Ça peut commencer à des tarifs comme 300, 400, 500 euros maximum si on souhaite tester auprès de 5 personnes pendant 45 minutes un produit à distance par exemple. Ça peut aller au-delà évidemment si on a des besoins plus complets, de groupes de personnes plus larges, mais c'est aussi pour faire en sorte que des petites entreprises puissent avoir accès facilement à des groupes d'utilisateurs pour améliorer leur expérience client. Alors pour les prochains tests, mettez-nous l'eau à la bouche, Guillaume Dosier, qu'est-ce qu'on peut tester avec vous dans les semaines à venir ? Alors là j'en ai parlé un petit peu, c'est vrai qu'un de nos tests phares en ce moment, c'est le test des voitures autonomes. Vous savez, ça y est, ça démarre. Parler, et absolument, ça démarre. Aujourd'hui, on a un de nos clients qui est un des constructeurs qui souhaite, avant de pouvoir homologuer son véhicule et le mettre sur le marché, faire un test de ces véhicules. Et pour ça, il a besoin de personnes qui, comme je le disais, ont plus de 25 ans, ont le permis de conduire. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur testingtime.com pour pouvoir participer à ce test éventuellement. Ça fait partie des tests qu'on mène aujourd'hui. C'est rémunéré pratiquement 300 € pour ce test-là. Si pour une séance, c'est trois sessions différentes. 3 sessions. 3 journées entières. Ça, c'est un test un petit peu à part. Je dirais que la plupart de nos tests vont plutôt concerner de tests d'applications web, de téléphone mobile par exemple, ou de sites internet. Et ça, c'est beaucoup plus régulier. On travaille avec des entreprises aussi comme par exemple Gameloft qui développe des jeux mobiles. Et donc, on est amené aussi fréquemment à proposer à nos testeurs de tester les nouveaux jeux avant qu'ils sortent. Alors revenons sur la voiture autonome, puisque c'est quand même un des enjeux du futur. Si on répond à ce test, il faut se déplacer quelque part ? Alors oui, absolument. Le lieu du test est à Mortefontaine, donc ça fait partie des conditions pour pouvoir participer au test. Il faut pouvoir se déplacer là-bas et participer à la journée. Et comme je le disais, c'est 3 sessions d'une journée chacune, donc c'est aussi une question de disponibilité. Hormis ça, il y a tout un ensemble de critères d'âge, de conditions socio-professionnelles ou conditions médicales qui sont à respecter également. Mais ça fait partie des questions qu'on va poser aux personnes quand elles vont s'inscrire sur le système pour participer à ce test. Pardon. Joël Boutier. Oui, une précision. Est-ce que ces personnes qui viennent, par exemple, pour les tests sur ces voitures autonomes, est-ce qu'il y a une garantie d'assurance s'il arrive un pépin, etc. Est-ce qu'ils sont garantis? Est-ce que vous les garantissez? Alors c'est une très bonne question, effectivement, ça fait partie des interrogations qu'on peut avoir. En l'occurrence, là c'est notre client en direct qui lui se charge de faire signer aux personnes des éléments qui vont finalement assurer leur sécurité. Oui. Mais c'est vrai que nous, en tant que Testing Time, c'est pas des choses qu'on va proposer, une assurance pour les personnes. C'est votre client qui le... Absolument, c'est lui qui... C'est le client qui doit logiquement assurer, bien sûr, à l'utilisateur. Donc, vous nous avez dit que la plupart des tests, c'est beaucoup de produits en développement dans l'innovation technologique, et tous les produits alimentaires également. Est-ce que vous en faites? Alors oui, absolument, ça fait partie des choses qu'on peut être amené à tester. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on a une marque d'eau pétillante qui teste donc ces nouveaux produits. Donc là, ça peut être aussi très intéressant si soi-même on est intéressé par la gastronomie, par expérimenter des nouvelles choses qui vont être amenées à être distribuées après plus largement. Donc ça fait effectivement partie de ce qu'on peut tester, des nouveaux parfums pour des produits alimentaires, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une évolution dans les tests ? Guillaume, vous êtes tout jeune, alors peut-être que vous ne pouvez pas répondre à la question, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a une évolution dans la demande de produits ou de produits testés parce que moi, je me souviens avant, on marchait par exemple dans Paris, on était arrêté par des gens. Tiens, venez, on a une petite cabane là, on vous reçoit et on vous fait tester en direct des produits.
Oui, alors ça c'est vrai que vous décrivez, Florence, tout à fait la façon, je dirais, un peu à l'ancienne de fonctionner, ou en tout cas un peu plus sans structure. L'ancien monde, c'est ça. Exactement, et aujourd'hui ça se structure un peu davantage, c'est aussi pour ça que des entreprises comme Testing Time existent, pour proposer quelque chose de plus structuré. Mais pour répondre à votre première question, l'évolution des tests aujourd'hui telle qu'on la voit, c'est qu'on va de plus en plus tester des produits et des services à destination des professionnels. Ouais. On voit que le monde professionnel a été laissé un peu à la traîne sur tout ce qui est les applications métiers par exemple. On ne se souciait pas beaucoup de l'expérience utilisateur des pros quand ils étaient en train d'utiliser des applications RH, des applications commerciales, ce genre de choses. Aujourd'hui, de plus en plus, nos clients qui sont des entreprises, dont les clients sont des entreprises, vont chercher à tester leurs produits pour aussi faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure au niveau B2B. Alors Guillaume Dosier, donc ça c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire c'est les professionnels entre eux finalement qui vont se tester ou tester leurs innovations pour professionnels. Donc ça c'est vraiment une belle innovation et c'est intéressant pour nos auditeurs. Guillaume Dosier, on va faire une nouvelle pause musicale si vous voulez bien et puis on revient dans quelques secondes. Je veux bien. Ça dépendait de vous. Hein. Guillaume, au niveau des... Parce que ça, je sais pas. Au niveau des budgets, je peux vous poser des questions. Au niveau de l'investissement dans l'entreprise, tout ça, vous savez pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai passé. Ouais, si ça se passe en Suisse, je ne vais pas pouvoir répondre malheureusement. Et pour la France, c'est en Suisse, c'est secret. on va peut-être finir sur la France, combien vous êtes. Alors, il n'y a que moi. Il n'y a que vous. Ah, Voilà, c'est meilleur. Donc, vous développez tout seul. Oui, exactement. En fait, c'est le principe de Testing Time. Il y a une personne comme moi, finalement. Par pays Par pays, exactement, pour développer le marché. Vous n'avez pas besoin, donc... Bah oui, mais comment vous faites pour tout gérer Alors, toute la partie production, je dirais, pour le recrutement des personnes se fait en Suisse. On a une équipe dédiée au recrutement, et donc des personnes qui sont francophones, qui vont recruter les testeurs en France et interagir avec les clients pour s'assurer que tout se passe bien. Et vous parlez l'allemand? Parce que ça se parle en allemand là-bas, non? Alors, on échange en anglais dans l'entreprise. Moi, je parle allemand, effectivement, mais j'ai pratiqué il y a longtemps, ça commence à se perdre un petit peu. Et donc, c'était pas un critère à l'embauche? Non, c'était pas un critère à l'embauche. Ça fait combien de temps que vous les avez rejoints, vous? Moi, ça va faire 1 an, en fait. 1 an, je suis arrivé pour développer la partie française. Vous êtes tout jeune, mais c'est pas votre premier job, je suppose. Non, en fait, j'ai 30 ans, mais j'ai commencé à travailler en 2013. Donc, ça fait déjà 7 ans que je suis dans le domaine, mais j'ai eu travaillé pour d'autres entreprises avant. Dans le même domaine? C'était en développement commercial aussi, pour des entreprises du digital, mais c'était pas le user experience comme maintenant. Et vous, votre objectif, c'est quoi? C'est de développer les clients ou bien... Voilà, c'est ça. En fait, ça. moi, principalement, c'est trouver des clients entreprises pour utiliser les services. D'accord. Ok. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu nous passes? Qu'est-ce que c'est qui, ça? Ouais, c'est ça. Carly Rose? Carly Rose. Ah. La canadienne. Merci. Et ça s'appelle comment? Parce que je comprends rien. Alors, c'est marqué Now Laisse-moi that voir. I found you. Oh, l'accent, avec ça, je comprends rien. Tu vois? C'est où? C'est où? Now that I found you. Now that... Ah oui, d'accord. Merci. On va se bastonner tous les deux. Non. Non, il m'a fait mettre du Sardou, du Johnny, c'est vrai. Ah ouais. Oh, du Piaf, un petit peu. Ouais, ça. Piaf, Moi, j'adore Edith Piaf. Ah, ne touche pas Edith Piaf. Ah non, non. Moi, j'avais tous ces disques. Ouais, J'ai tous Hein ces disques. J'ai tous ces disques. Est-ce que vous mettez du Brassens des fois Dans mon émission, non, je mets que des titres récents. Ah, d'accord. Ah oui. Oh, ça dépend. Ouais, il faut mettre de tout. Non, je mets beaucoup de titres de jazz, de musique des années 60, 30 secondes. hyper sympa, avec Ouais, des c'est jusqu'à la beaux fin. orchestrations. Ça, c'est top. Un peu swing. En principe, c'est mes... Voilà, c'est ça. Moi, c'est toujours très gai chez moi. Allez. 20 secondes. Dernière question pour vous. Et après, on passe à Ange de Saint-Maur. On y va?
Nous voici de retour au bar de l'économie après cette respiration musicale avec Carly Rae Jepsen pour son dernier titre Now That I Found You. Donc là, la chanteuse canadienne. Alors aujourd'hui au bar de l'économie, je suis en compagnie de Joël Boutier, maire de la ville de Grollet, accompagné de sa colistière Déborah Ruillot pour les municipales 2020. D'Ange de Saint-Mont, président de l'ESTA, une toute nouvelle école supérieure pour les talents atypiques, et de Guillaume Dosier, Business Developer France, pour la start-up Testing Time, avec qui nous étions en entretien juste avant cette pause musicale. Donc Guillaume Dosier, dernière question, quel est votre challenge, vous, pour la France? Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour 2020? Souhaitez-moi qu'on puisse le plus possible le fait de faire des tests utilisateurs, parce que finalement c'est dans l'intérêt aussi des utilisateurs que nous sommes. Les produits seront testés et utilisés avant d'être mis sur le marché, et plus finalement meilleure sera l'expérience utilisateur on en aura, et puis ça me permettra aussi à moi d'avoir des clients. Et puis donc vous, beaucoup de développement dans le B2B d'après ce qu'on a compris, hein, donc des services réservés aux professionnels finalement. Voilà, exactement. Et donc, vous avez dit, le premier budget, c'est dans les 500, on peut démarrer à 500 €, vous nous avez dit. Tout à fait, on peut démarrer, même moins que ça, si on fait des utilisateurs à distance, pour des durées de 30 minutes par exemple, on peut imaginer pour 300, 400 €, tester son produit, son service avant de le mettre sur le marché, donc accessible même pour des toutes petites entreprises. Ça, c'est top. Merci beaucoup, Guillaume Dosier. Avec plaisir. Ange de Saint-Mont, vous êtes dans un autre domaine, enfin, c'est quand même connexe parce que vous êtes un spécialiste de l'innovation, puisque vous avez une formation et vous enseignez d'ailleurs la programmation informatique de haut niveau. Et vous avez décidé l'année dernière de lancer une nouvelle école. Oui. Cette école, vous l'avez appelée l'École supérieure pour les talents atypiques, l'ESTA. Alors expliquez-nous un peu pourquoi ce projet, comment est venue cette idée, qu'est-ce que vous proposez à tous ces étudiants. Voilà, on va tout savoir. Déjà, le mot atypique, atypique, c'est un mot courant, tout le monde est atypique. On est tous différents. Mais c'est aussi le mot qu'utilise la communauté des autistes Asperger, des autistes haut niveau, pour se décrire. C'est le mot qu'ils préfèrent généralement par rapport à d'autres mots possibles comme autiste, qui en France malheureusement est très souvent encore utilisé comme une insulte. On voit ça souvent à la télévision où les hommes politiques se traitent l'un d'autre d'autiste. Tandis que autisme, c'est tout simplement une autre manière de penser, c'est une autre construction mentale. Ce n'est pas une maladie, ça ne se soigne pas, ça ne s'attrape pas non plus, donc n'ayez pas peur. Ce n'est pas non plus un handicap en soi. Par contre, vivre dans la société neurotypique c'est-à-dire non autiste, rend les autistes, les pose dans les positions d'handicap. C'est comme je vous dis toujours cet exemple, si là tout d'un coup je commence à parler russe ou japonais, vous qui ne pratiquez pas ces langues-là, vous allez vous retrouver dans la situation d'handicap, mais vous n'êtes pas handicapé pour autant. Bien sûr, ça c'est Voilà. un bon exemple, l'exemple des langues. Donc le problème c'est que, ayant enseigné dans des grandes écoles à Paris, où on a bien sûr ce genre de public parmi les étudiants, on s'est rendu compte, quand je dis on, c'est parce que je suis accompagné d'autres amis professeurs, on s'est rendu compte qu'il n'y a rien qui était prévu pour les Asperger. Rien du tout. À la limite, les écoles ne savent même pas comment traiter ce problématique, parce que c'est quoi l'autisme Asperger? C'est aussi, d'une part, des difficultés de communication sociale. C'est vraiment, si vous voulez, le cliché. C'est le cliché qu'on connaît tous finalement. Voilà. Mais c'est aussi une autre manière d'apprendre. Et donc, en France, je sais qu'il y a des universités qui acceptent, bien sûr, aujourd'hui, avec le plan Autisme 4, ils acceptent chez eux des autistes dans leur classe Asperger, mais ils leur proposent le parcours tout à fait ordinaire, tandis que nous, notre école, c'est vraiment une innovation. On est unique école supérieure en France qui fait ça. Tout notre programme est tourné vers les Asperger, vers leur manière d'apprendre. Vous dites qu'ils ont une autre manière d'apprendre, c'est-à-dire par exemple, on sait tout donc dans le parcours universitaire, on a ce qu'on appelle les CM, les cours magistraux. C'est une chose complètement inutile pour les Asperger. Ils aiment bien apprendre ça par eux-mêmes. Par exemple, moi,
qui a enseigné dans ma dernière école Python. C'est un langage informatique de haut niveau. Le langage Python, oui. Voilà. Le langage numéro 1 depuis quelques mois, elle était sélectionnée langage numéro 1 au niveau mondial. Un petit coucou à tous les pythonistes. Bah, profitez-en. Et donc, comment dirais-je, aux typiques, il faut bien entendu donner des bases théoriques et il faut les présenter et les enseigner. Par contre, les étudiants atypiques, eux, ils préfèrent tout simplement lire la documentation. Et eux, ils apprennent à travers les exemples. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire voilà les règles, il faut donner l'exemple. C'est à partir de cet exemple qu'ils vont reproduire des schémas qu'ils vont finalement après utiliser pour leur travail. Donc, en fait, ça les ennuie finalement. Ils s'ennuient pendant les cours, c'est ça que vous voulez dire? C'est plus qu'un ennui, c'est une fatigabilité. Aussi, un des problèmes des autistes, bon, quand on est jeune, on le sent un peu moins, mais avec l'âge, je peux vous dire, ça sent très très fort, la grande fatigabilité. D'ailleurs, l'enseignement présentiel dans notre école ne se fait qu'à mi-temps. C'est-à-dire qu'ils ne sont présents que dans la matinée dans l'école, et donc tout ce qui est partie de cours magistraux, ça se fait en e-learning. En e-learning, comme voilà. vous dites. Alors, justement, dans cette école, vous dites que c'est également réservé aux hauts potentiels avec TSA. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, TSA, c'est un mot moderne pour dire autiste, tout simplement, parce que ça veut dire le spectre autistique. Depuis quelques années, on a remplacé les anciens termes qui étaient autistes de bas niveau, autistes lourds, autistes de haut niveau. On a remplacé par des nouveaux termes. Et au fait, on est tous sur le spectre autistique, c'est-à-dire c'est le spectre qui joint juste le spectre néotypique. Et donc, on est plus ou moins tous s'approchons ou s'éloignons de ce spectre-là. Et c'est une espèce de vivre ensemble autistique, voilà, disons ça, ça. Donc HP avec TSA... Donc quelqu'un qui, par exemple, a un très fort QI, mais qui n'a pas de syndrome d'Asperger, vous ne le prenez pas dans l'école? Non, parce que sa manière d'apprendre n'est pas la même, et surtout qu'on enseigne en plus le savoir social, qui pour lui serait inutile, puisque lui, il a appris, comme vous tous, d'une manière innée dès la avec naissance. L'éducation des parents. Des parents, avec les relations avec les camarades, etc., etc. Aussi, on utilise beaucoup l'enseignement par paire aidance, c'est-à-dire qu'au fait, c'est ceux qui ont compris apprennent à ceux qui ont moins bien compris. Donc, paire aidance, échange d'astuces, échange d'adaptation, d'expérience de chacun, ce qui n'est pas vraiment la chose courante dans le monde néotypique. Et donc, la différence entre HP avec TSA, c'est-à-dire au potentiel intellectuel avec TSA d'Asperger, à l'âge où sont nos étudiants, c'est-à-dire post-bac, elle est déjà très très réduite. C'est la plus grande différence, au fait, c'est plutôt à l'enfance, c'est le retard de langage chez un, c'est-à-dire si HP, ils ont le plus souvent un retard de langage, elles commencent à parler très tardivement. Et par contre, chez Asperger, c'est au contraire, c'est parfois avant les autres qu'ils commencent à parler et à apprendre des langues étrangères aussi très rapidement. Alors, cette école, vous avez décidé de la créer l'année dernière, en 2019. Oui. Est-ce que vous avez déjà une première promotion? Est-ce que vous avez déjà quelques élèves? Alors oui, on a déjà quelques élèves, mais ceci dit, l'inscription est toujours ouverte, on a encore des places. Donc si parmi nos auditeurs, il y a des parents ou des autistes eux-mêmes, enfin des Asperger en priori, qu'ils n'hésitent pas à aller sur notre site esta-campus.fr et faire la préinscription parce que les places sont limitées. Parce qu'une autre problématique aussi par rapport aux Asperger, c'est qu'une grande auditoire est très difficile pour gérer. Donc ce sont des petites classes. La promotion de 2020 est limitée à 15 élèves. 15 élèves. Il faut avoir le bac pour venir dans votre école ou pas? Oui, en attendant, il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac. En attendant, c'est parce que, bien entendu, on sait que c'est aussi un problématique parmi les Asperger, c'est que beaucoup n'arrivent pas à passer le bac tout en ayant des connaissances à cause du stress, à cause de fatigabilité, à cause du bruit et d'autres choses. Mais il faut que notre école existe depuis un certain nombre d'années avant qu'on ait la capacité de remplacer le bac par une certification de prépa. Donc à la limite, dans le futur, c'est un développement d'accepter ceux qui n'ont pas le bac, à condition qu'ils passent un certificat, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ce qu'on appelle les cours de prépa.
Alors, cette école est-elle payante? Alors, forcément, elle est payante, mais ce qu'on y développe, nous, c'est le parrainage avec les entreprises. Elle est payante, mais elle est payée par les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut venir dès la première année, en fait, c'est comme une forme d'alternance, finalement. Non, c'est vraiment, ça s'inscrit dans le cours universitaire traditionnel avec le comptage des semestres à la manière européenne, le CTS. Donc, c'est ce qui permet d'ailleurs à ceux qui veulent continuer leurs études après s'inscrire directement dans le parcours universitaire, en France ou à l'étranger. Mais en fait, on n'a que 10 semaines de stage sur toute l'année, coupées en deux parties. Et au fait, nos partenaires, les entreprises, eux, ils parrainent un élève, c'est-à-dire qu'au fait, ils prennent en charge les frais d'études, en sachant qu'en étant une association et étant d'intérêt général, ils réduisent ces dons-là de leurs impôts. Donc, du coup, en fait, ce n'est pas un grand investissement pour l'entreprise, pas du tout. Mais une autre partie, c'est accueillir nos élèves en stage, en préparant ces stages. On ne peut pas accueillir un stagiaire atypique comme on accueille n'importe quel autre stagiaire. Il faut préparer l'endroit où il va travailler, il faut préparer la manière de travailler avec lui. Et il faut vraiment le retour quasi quotidien, en tout cas la première 2 semaines, il faut un échange direct avec l'équipe pédagogique pour pouvoir assurer un bon passage de stage. Alors aujourd'hui, on a compris que vous faisiez un appel aux entreprises pour accueillir des stagiaires atypiques, mais expliquez-nous quelle formation vous leur donnez pour que l'entreprise comprenne quel type de stage elle peut vous proposer. Alors justement, en attendant pour 2020, ce qu'on lance, c'est le cursus de développement logiciel, mais qui dit le développement logiciel, c'est surtout pour préparer au métier de chef de projet. Donc c'est aussi la connaissance de réseau, c'est aussi la connaissance de plusieurs langages de haut niveau, mais aussi de bas niveau, comme les langages C par exemple. Et donc en fait, il ne faut pas être obligatoirement une entreprise informatique pour accueillir un stagiaire de stage. Quel type de stage faut-il? On peut donc peuvent-ils pourvoir? Voilà, justement, c'est ça se voit depuis le début de l'année avec le partenaire. Déjà, ses besoins. Et au fait, si par exemple l'entreprise a besoin surtout de refaire leur site internet, par exemple, voilà, de préparer ou faire la gestion interne de badger, par exemple, l'entrée de l'entreprise, nous, en travaillant avec l'étudiant, on va mettre en avant ces choses-là dans sa préparation pour que quand arrive le temps de stage, il puisse travailler sur ces problématiques-là. Il soit efficace tout de suite, en fait. Voilà. Est-ce que... alors, c'est une école qui est unique en France? Oui. Ça n'existe pas? Ça existe beaucoup, entre autres, les précurseurs. Faut savoir qu'en France, il y a le sous-diagnostic des autistes en général. Il y a 2,5 fois plus d'autistes diagnostiqués aux États-Unis, tout simplement parce que d'une part, c'est beaucoup plus facile de passer le diagnostic. Je vous donne juste exemple. Pour un adulte autiste aujourd'hui en Bretagne qui veut être diagnostiqué, le premier rendez-vous, il y a une attente de 3 ans. En France, il y a une attente de 3 ans. 3 ans, bon. Après, il y a des régions plus ou moins où ça avance, mais c'est quelques années chaque fois d'attente. Donc voilà, tandis qu'aux États-Unis, déjà, c'est beaucoup plus rapide. Et d'autre part, c'est complètement décomplexé. Aujourd'hui, être un Asperger aux États-Unis, c'est comme être un gaucher en France. À une époque, oui, bien sûr, c'était mal vu être gaucher. Voilà, mais donc vous pensez en fait qu'en France, il y en a beaucoup plus que ce qu'on dit, c'est ça oui, que vous dites? Le chiffre officiel, c'est 660 000. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est pas mal, donc voilà. Mais c'est le chiffre officiel. Vous pensez que c'est 2 fois plus? Si on compare aux États-Unis, je ne pense pas qu'on soit plus bête ou différent des Américains. On est à peu près construit pareil, de bras, de jambes. Alors dans votre projet d'école, pour vous développer, vous recherchez un nouveau lieu, c'est ça? Oui, on chercherait un lieu sur Cergy-Pontoise qui serait proche de transport en commun, parce qu'un des problématiques aussi des étudiants atypiques, c'est le déplacement en transport. Alors ils se déplacent généralement... Ils souffrent beaucoup de bruit, beaucoup de grande présence. Donc pour eux, sortir le jour de grève, c'est même pas, faut pas même pas penser. Oui, la foule, ils n'aiment pas. Donc voilà. Et le bruit, souvent, c'est. Donc moins il y a de déplacements pour eux, en venant, je ne sais pas, de Paris par exemple, l'idéal, ça serait autour de la préfecture Cergy, parce que là, tout arrive, les bus, les trains.
le RER. Donc Et pourquoi Cergy? Pourquoi vous Parce que Cergy, on veut s'inscrire dans le campus international de Cergy, qui vient d'être lancé. Vous savez, c'est un grand programme, réunir plusieurs écoles, etc. Et en plus, Cergy, c'est Paris, c'est le Grand Paris. Donc, au niveau international, c'est aussi ça, en faisant partie de Paris. Et d'autres choses, nous sommes tous des Valdoisiens. Et on voudrait que le territoire, qu'on s'inscrive dans le territoire, que le territoire et les entreprises puissent profiter de ces talents typiques. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, dans le Silicon Valley, par exemple, on dépense des milliers et des milliers de dollars pour attirer ce genre de profil atypique, parce qu'ils ont calculé que sur un an, le rapport qu'un atypique rapporte à une entreprise, c'est à peu près $1 million. Donc ça veut dire qu'on a 6 milliards 700 000 dollars qu'on laisse partir. Voilà, qu'on laisse partir tous les ans. On sait que le moteur Quant intègre pas mal d'autistes Asperger pour le développement. Quand il a été racheté, on ne sait pas comment ça va se faire. Ça, on ne sait pas, voilà. On verra. Ça, c'est le problématique. C'est le problème. Alors, pour vous développer, Ange de Saint-Mont, et si on veut plus d'explications, vous faites un salon à la fin du mois de mars. Oui. Dites-nous un peu où on peut vous voir. Je pense que tous les éditeurs connaissent le salon Effervescence, qui est le salon incontournable. C'est déjà 6e, 7e édition, je ne sais pas trop. Moi, je participe, c'est la édition. Donc, d'ailleurs, elle n'est pas loin d'ici. Il va être à Enghien. À l'hippodrome de Soisy cette année. Donc, c'est pas loin du tout. Et donc, c'est un salon où il faut être. Vous trouvez toutes les entreprises dynamiques, toutes les écoles dynamiques, et même les associations aussi dynamiques, en fait. C'est vraiment l'endroit, si vous venez vous installer personnellement en Val d'Oise, il faut venir à ce salon-là. D'ailleurs, nous y serons aussi, nous, au bar de l'économie. On a notre stand, on vous accompagnera, d'ailleurs. Donc, si on veut vous joindre, Ange de Saint-Mont, appelez-nous. Comment fait-on pour joindre cette école? Le site internet, bien sûr, esta-campus.fr, où vous trouverez toutes les informations. Pour les réseaux sociaux, on est surtout sur LinkedIn, parce que, voilà, on laissera à nos étudiants de créer les pages Facebook, etc. Voilà, c'est un challenge. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui vous fasse la communication. C'est le travail des étudiants, ils vont faire ça. Ils vont faire ça très bien. Joël Boutier, ça vous interpelle? Oui, parce que hier j'avais une commission de finances à notre communauté d'agglomération. Et vous savez qu'il va y avoir 250 entreprises qui sont présentes à ce salon à l'hippodrome de Soisy-Enghien ou Enghien-Soisy, ça dépend dans quel ordre on le met. Et nous avons voté la semaine prochaine par le conseil communautaire une subvention, une participation pour aider justement ce salon à drainer le maximum d'entreprises. Et donc je suis heureux de l'annoncer. Voilà, on va participer modestement, mais on va y participer pour que vous puissiez aussi venir et développer ce que vous faites. C'est magnifique parce que c'est vraiment une bonne initiative par rapport à... J'ai parlé avec mes collègues qui habitent d'autres régions d'Île-de-France et qui sont déjà venus au salon et que je trouve vraiment c'est quelque chose de très intéressant. Ouais, c'est la 6e édition. Alors pour les autistes Asperger que vous accueillez dans votre école, vous dites que vous pourriez accueillir des élèves de différentes régions de France. Est-ce qu'ils peuvent être autonomes? Est-ce qu'ils peuvent trouver facilement à se loger? C'est quand même des clichés que voilà, les autistes Asperger sont quand même très autonomes. Après, ça dépend de l'âge auquel ils sont plus ou moins autonomes. Mais on envisage des colocations justement entre les... Parce que vivre dans la communauté, ça leur facilite aussi l'adaptation. Ils apprennent à travers les avantages d'autres. Il y a certains qui se sont trouvés des astuces par rapport au bruit, d'autres qui ont trouvé des astuces par rapport à la lumière très forte, d'autres comment se déplacer. Donc cet échange au quotidien, c'est aussi une école. En fait, ils vont continuer à apprendre en dehors de l'école, entre eux, en échangeant. Et ça marche beaucoup, en fait, à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, les colocations entre Asperger. Il y a même des films qui sont sortis dessus. Oui, et puis en plus, comme vous avez dit, on est peut-être beaucoup plus d'entre nous sont Asperger, et ça serait bien peut-être de se faire tester, parce qu'après tout, on a peut-être des facultés qu'on n'utilise pas, ou mal, et qu'on pourrait utiliser. Merci en tout cas, Ange de Saint-Mont, d'être venu nous présenter cette nouvelle école qui veut s'installer à Cergy. Pour l'instant, où êtes-vous? En attendant, on est dans le 95, donc voilà, mais du côté de l'Île-Adam. Mais voilà, le but, c'est quand même qu'on fasse ça à Cergy déjà parce que c'est plus accessible pour nos étudiants de Paris. Donc finalement, l'entreprise peut vous accueillir à la limite, vous pourriez partager des locaux avec une entreprise du côté de Cergy.
Ah oui, bien entendu, mais bien entendu, si nos pouvoirs locaux au niveau de l'université ont des locaux gratuits pour le début de l'activité, on sera des preneurs. Vous seriez preneur, évidemment. Merci en tout cas à tous pour votre présence en studio ce matin. Notre émission s'achève. Vous allez pouvoir la retrouver évidemment sur le live Facebook, sur l'onglet vidéo. On remercie nos auditeurs. Certaines personnes signent et vous disent bonjour via Facebook, justement. Donc on les salue, nos auditeurs de Facebook, nos fidèles auditeurs de Facebook. Et puis en attendant, vous pouvez nous retrouver toujours comme d'habitude. Vous écoutez notre radio toute la journée sur la FM 98.0 ou alors en web radio idfm 98.fr. Ça c'est pour partout dans le monde, bien sûr, si vous parlez français, mais la musique n'a pas besoin de traducteur, en tout cas. Voilà, et on vous souhaite une bonne journée. Moi, je vous retrouve en principe lundi prochain. Demain, ce sera Dominique Flora, et vendredi, ce sera Jacqueline Voraz. On termine en musique. Au revoir, je vous embrasse.